Je veux que tu te rappelles de moi, moi qui doute, moi qui pleure, parce que je crois plus en rien. Ça me coûte ce grand cœur qui monte puis descend, frisson indécent. C'est pas moi. Je peux tenter un truc, si vous voulez, sans texte et sans expérience. Voilà, ça par contre, si vous voulez, je peux vous en parler. Donc, je m'appelle Clara Vialtel et je suis dessinatrice de bande dessinée et autrice aussi de BD. Mais là, le livre pour lequel je suis venue vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai illustré d'après un témoignage. Je vais commencer d'abord par vous parler de ma définition de mon travail d'autrice avant de vous raconter comment j'ai fini par accepter ce projet qui s'est présenté de manière assez inattendue. Donc, mon travail, c'est de mettre en image des histoires, soit mes propres histoires, des récits de voyage, d'aventure, soit celles des autres. Mais à chaque fois, le cœur du métier, c'est le même. C'est le défi de savoir comment est-ce qu'on va mettre en scène l'histoire qu'on a en tête. Comment est-ce qu'on représente les personnages? Qu'est-ce qu'on met en avant? Comment est-ce qu'on transmet ce qu'on a en tête à des lecteurs qui ne nous connaissent pas, qui ne nous entendent pas parler, mais qui nous lisent? On a une voix différente, forcément, quand elle est écrite ou parlée. Voilà. Donc, tranquillement, je vis ma petite vie de dessinatrice de BD, enfermée dans mon atelier à dessiner pendant des heures, et en me disant, on verra ce qui se passera après. Et là, le téléphone sonne, et une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps, et de qui je n'avais pas tellement pris de nouvelles, me dit oui, Clara, écoute, là, je sors de clinique psychiatrique. Il faut absolument qu'on fasse une BD pour raconter ce qui s'est passé. Donc, je ne dis pas oui tout de suite, parce que la première chose à laquelle je pense quand elle m'annonce cette idée... Vous ne m'entendez plus. Et là, les gens des coulisses savent que tout à l'heure, c'est moi qui ai dit « Non, pas le micro à la main !» J'ai de la chance ce soir. Bon, hop là. Donc, elle m'appelle. Je ne sais pas quoi faire, ni dans le téléphone, ni dans la vraie vie. Donc, la première chose à laquelle je pense, c'est à l'immensité du sujet. Quand on me dit « il faut qu'on raconte la clinique psychiatrique », ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être parler des moyens accordés aux cliniques et aux hôpitaux. Ça peut être que ça s'est super mal passé et qu'elle a envie de partager ça pour prévenir les gens. Ou à l'inverse, que c'était super. Ça peut être énormément de choses différentes. Donc la première étape, c'est déjà de savoir ce que Ticiane veut dire. Est-ce que c'est quelque chose que moi, je vais pouvoir raconter après? Donc l'avantage, c'est que Ticiane, elle avait déjà son idée en tête. Quand on s'est vu pour en parler, elle me dit tout de suite « Ah, moi, c'est clair, la grande surprise, la chose qu'on m'avait jamais dite et que j'ai jamais vue nulle part, c'est qu'en fait, la clinique psychiatrique, c'est un endroit où on se soigne. J'ai jamais été aussi comprise, accompagnée et soignée que dans cet endroit. Alors que moi, j'avais dans ma tête la vision des films d'horreur ou des gros thrillers où on enferme des journalistes pour qu'ils se taisent. Et en fait, dans la vraie vie, non, c'est un lieu de soins. Et même si c'est un endroit assez particulier, où j'ai vécu une vie quotidienne qui n'avait rien à voir avec ce que je connaissais, j'en suis sortie apaisée et je vais mieux. Donc, viens Clara, on va raconter ça. Donc, ok, pas de souci, c'est parti, ça me va. On commence à travailler ensemble sur le projet. Et comme c'est un témoignage, en plus un témoignage de quelque chose que je ne connais pas bien, j'ai mis un point d'honneur à dessiner la réalité, à dessiner tout ce qu'elle me racontait, sans rien inventer, sans rien rajouter. Donc je dessine les prises de médicaments horaires fixes, les collègues patients, les ateliers jeux de société, arts plastiques et toute l'intensité qu'il y a dans ces moments. Je m'applique, je fais vraiment ce qu'elle me dit. Et à force de travailler, on finit quand même par se dire qu'il manque quelque chose dans les dessins. La réalité telle qu'elle, en fait, finalement, est-ce que ça raconte vraiment tout ce qu'il y a à dire, tout ce que Ticiane veut montrer? En fait, ce qui nous paraissait manquer cruellement dans ses dessins au plus près possible du vrai, c'est sa maladie, tout simplement. On ne la voyait pas, elle apparaissait nulle part. Elle nous parle d'une vie quotidienne comme si de rien n'était, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui est là tous les jours, qui la suit partout, et il va falloir qu'elle vive avec.
Sauf que dans les dessins, rien. Et donc on commence à se dire que quand même, si on a choisi la BD comme médium pour raconter, il faut en profiter. La BD, c'est un lieu où on peut inventer des choses, on peut proposer des univers visuels, on peut rajouter au réel. On n'est pas obligé de s'y coller à 100%. Donc on s'est dit, ce mal-être, pourquoi est-ce qu'on ne l'incarnerait pas ? On ne change pas l'histoire, on raconte la vérité, mais visuellement, on rajoute. On donne une forme, un corps à ce truc qui était là tout le temps et qui te suivait partout. Ok, super. Premier réflexe, le gros nuage noir. Normalement, voilà, le gros nuage noir de Titiane. Donc, on commence par faire un test avec ça. Mais en fait, ce gros nuage noir, vous le connaissez déjà. C'est un stéréotype, c'est un code visuel qu'on a déjà lu, qu'on a déjà vu. Donc sa force, c'est que comme on le connaît tous, il n'y a pas besoin de l'expliquer. On ressent tout de suite ce qu'il veut dire, et c'est un langage commun. Sauf que quand on décide de raconter sa vie dans une BD, de faire un nouveau témoignage, de rajouter un livre aux étagères des librairies qui sont déjà bien remplies, c'est qu'on essaye d'y apporter autre chose, quelque chose de personnel, d'authentique. Et donc à ce point de la création de la BD, c'est pas mal de se demander comment est-ce qu'on peut s'approprier ces codes visuels-là et ce langage dans le dessin. Donc on n'allait pas démarrer avec un handicap, on a laissé tomber le nuage noir pour cette fois-ci. Donc on continue de réfléchir un peu, et là Titiane, elle me dit qu'il y a une métaphore qui lui revient en tête, qu'une psy lui avait offerte, pour lui expliquer comment allait se passer la période de sevrage à la fin de son séjour en clinique psychiatrique. Donc le sevrage, le moment où on réduit les doses de médicaments jusqu'à arrêter les traitements ou en tout cas finir le traitement propre à la clinique. Je vais citer Titiane qui cite sa psy. Je m'excuse d'avance pour les approximations, mais ce qui compte, c'est l'image. C'est mon travail, les images. Il faut imaginer les médicaments comme un barrage qui nous protège d'un océan, un océan en furie, en tempête, qui représente la maladie, le mal-être. Il est de l'autre côté de ce barrage de médicaments, qui lui est imperméable, une forteresse. Et on est tranquillement de l'autre côté. Et le jour où on arrête les médicaments, on ne peut pas enlever le barrage d'un coup et se prendre le raz-de-marée sur la tronche. Hors de question. L'idée, c'est d'enlever les médicaments un par un, comme des briques, pour laisser passer un filet d'eau. Le filet d'eau, on se retrouve à patauger dedans. C'est pas très agréable, mais c'est vraiment gérable. On a pied, on sait faire. Et c'est ça l'idée, d'enlever tout le mur jusqu'à avoir les pieds dans l'eau, mais on est tranquille et l'océan n'est plus là. Je dis, ok, ça aussi c'est une belle métaphore, allons-y pour le dessin. Donc je commence à foutre de l'eau partout, à l'aquarelle, des grandes masses de flotte dans tout l'hôpital, tout ça. Et on n'est quand même toujours pas emballé, parce que ça aussi, c'est un code qu'on connaît, le raz-de-marée et l'eau. Et puis, moi, je connais bien Titiane, et franchement, ça lui allait pas très bien, comme couleur, comme ambiance. C'est un personnage assez explosif dans la vraie vie aussi. Donc, elle me regarde dessiner mes raz-de-marée, là, en faisant un peu la tête, parce qu'elle est quand même pas emballée. Elle me fait et quand même, ce serait beaucoup plus intéressant si on pouvait faire un énorme tigre à la place. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on se limiterait alors qu'on est dans un... Je ne l'ai jamais vu en aussi gros, je suis un peu émue. Il est magnifique. Voilà. En termes de proportion, on est sur ça. Il est taille réelle. Donc on commence à dessiner ce tigre qui prend trop de place. Il ne faut pas avoir ça chez soi, ça prend trop de place. Et ce qui est super, c'est que vu que cette image, elle est propre à Titiane, c'est un code qui lui appartient, qui ne pouvait venir que d'elle, il nous est venu naturellement dans la mise en scène après de la BD. C'est un personnage qui ne parle pas, mais qui est là tout le temps et qui va évoluer. Au début, c'est cette masse énorme, grimaçante, figée, que Titiane ignore ouvertement. On croit même que peut-être elle ne la voit pas. Et à partir du moment où elle va rentrer à la clinique, ils vont commencer à échanger des regards. Le tigre va commencer à être inquiet de certaines situations, curieux, content. Puis au final, ils vont même des fois donner l'impression de s'entendre, même si franchement, il prend toujours beaucoup de place sur le canapé. Et au moment d'enlever le mur de briques, peut-être qu'il faut lire la BD, je ne sais pas, le suspense est insoutenable.
Non, je vais aller au bout de ma métaphore quand même, mais si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller feuilleter le livre qui s'appelle « Je ne suis pas folle ». Et donc, ce tigre qu'on avait emmuré derrière des médicaments, dans notre métaphore qui se poursuit, mais qui perd de son sens une fois que c'est un tigre, c'est pas grave, c'est pas grave. On enlève les briques et ça laisse passer des petits tigres, des mini-tigres. Et donc Tiziane va se retrouver entourée de cette famille de mini-tigres qui sont très mignons, mais franchement, des vrais problèmes. Puis comme elle le dit elle-même, attention, ils mordent. Et voilà, c'était comme ça que nous avons choisi de représenter l'énormité du mal-être et de la maladie de Tiziane dans sa vie, avec un code visuel qui lui est propre, qui donc, nous l'espérons, transmet son authenticité et sa sincérité dans son témoignage. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y a une vraie importance à accorder du temps à trouver ses propres représentations, son propre langage, à s'approprier ce qui nous arrive et ce qu'on a envie de raconter pour transmettre le bon message. Parce qu'on a tous une vision et une voix différentes. Et la question de la représentation, c'est comment est-ce qu'on combine les deux. Et ça, c'est un défi immense, mais c'est aussi un jeu. Et c'est passionnant de se demander comment est-ce que nous, on va utiliser ces deux outils qu'on a pour transmettre nos histoires au monde. Et c'est ça que font les gens autour de nous depuis le début de la soirée. Donc je suis ravie d'avoir pu me joindre à l'aventure et d'apporter ma façon de raconter des histoires. Voilà, merci beaucoup. Je suis